Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Dans les titres, la double célébration ce 20 juin. Il s'agit de la 22e journée mondiale des réfugiés et de l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens. Le président Alassane Ouattara était l'invité d'honneur à la cérémonie officielle. Enseignement technique et formation professionnelle, 26 850 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien BT, le brevet d'études professionnelles BEP et le brevet professionnel BP. La fête des pères a été célébrée hier dimanche 19 juin. Pour l'occasion, nous nous sommes intéressés à un corps de métier particulier. Les médecins obstétriciens, accoucheurs, gynécologues, ceux-là qui en plus d'être des papas, aident à donner la vie au quotidien de par leur profession. Il a été Premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960 et assassiné en 1961. Le corps de Patrice Lumumba, l'une des figures principales de l'indépendance du Congo belge, a été restitué à sa famille et sera enterré dans son pays. Bienvenue à tous. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale des réfugiés, en plus de l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, invité d'honneur à cette double célébration, a réitéré la détermination de son pays à poursuivre ses actions de protection des personnes rendues vulnérables conformément aux conventions internationales. Dijanaïma. Cette 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été doublement célébrée ce lundi 20 juin à Abidjan. En effet, plus qu'une célébration traditionnelle, cette journée a été marquée par la reconnaissance par la communauté des nations des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien et qui ont enregistré le retour au pays de 96% des réfugiés ivoiriens, exilés politiques et simples civils. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Représentants des pays d'accueil, responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ils ont tous félicité le gouvernement ivoirien pour avoir tendu la main à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exclusive. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a retracé les étapes qui ont conduit au retour au pays des réfugiés ivoiriens. La présente cérémonie vient consacrer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'union des filles et fils de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ensemble des partenaires et de la communauté internationale, par l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au terme d'un long processus, débuté dès 2011 par la signature des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire, les pays amis, notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, qui ont généreusement accueilli nos concitoyens réfugiés à la suite de la crise post-électorale qu'a connue notre pays, et le HCR, pour aboutir à l'adoption d'une feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. C'est dans ces conditions que plus de 96% de nos concitoyens sont rentrés au pays. À ce jour, ceux qui ont opté pour la résidence permanente en terre d'accueil, pour diverses raisons, recevront d'ici peu leur passeport, à l'instar de 187 de nos frères et sœurs qui étaient installés au Togo. Les pays d'asile des 300 000 réfugiés ivoiriens ont pour leur part assuré le gouvernement ivoirien de leur entière coopération. Les pays d'accueil voudraient assurer les autorités ivoiriennes de leur solidarité et de leur disponibilité totale à travailler de concert avec elles au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les pays et la Côte d'Ivoire. Pour les autres Ivoiriens
qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil après l'invocation de la clause de cessation. Les pays d'accueil assurent que tout sera mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements ivoiriens et les hauts commissariats pour leur permettre d'avoir les titres de séjour réguliers. Le cas ivoirien a valeur d'exemple dans le contexte actuel où le nombre de réfugiés dans le monde ne cesse de s'accroître, a relevé le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs. Essentiellement, ici, en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. Je suis ici, Monsieur le Président, pour dire haut et fort que voilà un exemple qu'on espère que d'autres vont suivre. Le vice-président Koné Tiemoko Mélié, parlant au nom du président de la République, a rassuré le HCR ainsi que la communauté des États sur la bonne foi du gouvernement ivoirien et son engagement au respect des droits de l'homme. En une décennie, notre pays a fait des progrès économiques et sociaux indéniables. Il en est de même que la situation générale des droits de l'homme qui consacre une égale protection à tous. La déclaration ce jour de la cessation du statut de réfugié ivoirien est une traduction logique de cette évolution. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, saluer et remercier les autorités du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous signataires en septembre 2021 à Abidjan de la déclaration conjointe qui a permis de parvenir aujourd'hui à la cessation du statut de réfugié ivoirien. Grâce aux conditions favorables au retour des réfugiés ivoiriens dans leur pays, la Côte d'Ivoire a conclu avec le HCR la clause de cessation du statut des réfugiés ivoiriens à compter du 30 juin prochain. Le président Alassane Ouattara a aussi pris part dans le courant de la journée à la réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine. Janaïma. Cette réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine avait pour objet principal l'adresse depuis Kiev du président ukrainien Volodymyr Zelensky au chef d'État de l'Union africaine. C'est la première fois que le chef de l'État ukrainien s'exprime devant l'Union africaine. Cette réunion virtuelle s'est ouverte par l'intervention tout d'abord du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. L'Afrique reste attachée au respect des normes du droit international et au développement des relations apaisées avec les nations. Nous avions plaidé déjà pour la libération des graines à Odessa, pour que le port d'Odessa soit libéré afin que les exportations ukrainiennes puissent continuer à alimenter le marché international. Nous nous tenons prêts à échanger avec vous et avec toutes les parties pour que les perspectives de paix soient privilégiées et que nous puissions continuer les rapports commerciaux que l'Ukraine a entretenus avec la plupart des pays africains. La parole a été ensuite donnée au président ukrainien. Nous devons nous comprendre, nous devons collaborer pour notre propre bien. L'Ukraine a une agriculture solide, nous produisons tout, nous pouvons fournir à chacun de vos pays des vivres en quantité suffisante. Si il n'y avait pas la guerre russe,
cette situation que tout le monde est en train de traverser ne se serait pas produite. Nous devons mettre fin à cette guerre de colonisation. C'est une conquête. Les gens ont le droit de vivre dans leur pays et aussi améliorer leur niveau de vie. Pour l'Afrique et les Africains, aucune solution pour l'heure. La crise alimentaire va se poursuivre tant que la guerre en Ukraine continue. Il est même à craindre que la crise alimentaire s'intensifie. Et cette guerre est l'une des causes de la flambée des prix sur le marché international, véritable problématique avec bien sûr des répercussions sur les marchés nationaux. Des pistes de réflexion ont alors été égrenées lors d'une rencontre initiée sur le sujet par les universitaires ivoiriens. Alexis Ouedraogo. À travers l'organisation de ces conférences internationales, l'UICI entend proposer des solutions d'universitaires sur des questions d'ordre social et économique impactant la vie des citoyens. Pour les conférenciers, la flambée des prix est une crise à gérer dans le temps avec des mesures structurelles permettant de garantir à tous une souveraineté alimentaire et d'attirer les investisseurs à investir davantage dans l'agriculture. Il faut faire face à un phénomène conjoncturel très aigu par des mesures spécifiques, mais en même temps, il faut le resituer dans une perspective de long terme qui implique une modernisation de l'activité agricole, une augmentation de l'offre, une réduction des coûts de transport, et ceci est essentiel. L'occasion pour le ministre Souleymane Diarra de présenter les mesures arrêtées par le gouvernement. Il y a des mesures immédiates, des mesures à court terme et des mesures à moyen et long terme. Et ce qu'il faut noter, c'est que pour résoudre durablement, cette problématique, on est amené à jouer sur plusieurs facteurs. C'est vrai, renforcer la surveillance du marché, procéder comme on le fait ici par moment à des plafonnements ou à des blocages des prix, mais c'est d'apporter des solutions structurelles sur le long terme en essayant d'impacter durablement l'offre telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara afin qu'on puisse avoir une souveraineté alimentaire, notamment pour les produits alimentaires, les produits de grande consommation. La conférence, il faut le noter, a enregistré la participation d'éminents économistes. Une réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de la sous-région s'est tenue à Niamey, une initiative de l'Union économique monétaire ouest-africaine à laquelle a pris part le président Mohamed Bazoum, par ailleurs président du comité de haut niveau. La Côte d'Ivoire a été représentée dans la capitale nigérienne par le ministre des Ressources animales et halieutiques. À compter du 20 juin prochain, l'opération d'évaluation des grandes écoles et universités privées démarre sur tout le territoire ivoirien. Le classement sera ensuite mis à la disposition des parents et nouveaux bacheliers afin de faciliter l'orientation et l'inscription dans les établissements reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Sephora Zegui. 50% des étudiants en Côte d'Ivoire se trouvent dans le privé, mais force est de constater ces dernières années une floraison d'écoles privées d'enseignement supérieur qui ne répondent pas aux normes requises. Une mesure s'impose alors, l'évaluation de ces établissements. C'est assez clair, le ministre a posé les bases. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a donné les 5 éléments d'évaluation. Ça fait bientôt, depuis son arrivée, il nous a dit qu'il y avait 5 critères et il a développé ces critères-là aujourd'hui. Et je pense que c'est à nous maintenant de nous adapter à ce qui doit être fait et de nous mettre au travail pour que nos établissements soient à un niveau très élevé. Les établissements d'enseignement supérieur privé, un dispositif incontournable selon Adama Diawara. Le dispositif d'enseignement privé est assez important dans notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. Et 92% des structures d'enseignement supérieur sont privées. Parce que je l'ai dit, vous avez 519 universités et grandes écoles privées, là où vous avez 43 universités et grandes écoles publiques. Donc évidemment, l'enseignement, le privé occupe une place de choix dans notre dispositif d'enseignement supérieur. Pour espérer recevoir désormais des affectés de l'État, voici les conditions. Ces établissements seront évalués sur 5 segments, à savoir la qualité des infrastructures, la qualité des équipements, la gouvernance, la gestion pédagogique et le rendement. Quand je parle de rendement, c'est à la fois interne et externe. Donc chaque établissement privé sera noté sur chacun de ces 5 segments et à partir de ces notes-là, on va sortir une moyenne pondérée à partir de laquelle les établissements seront classés.
Quant aux établissements qui n'auront pas la moyenne requise, Adama Diawara se veut intransigeant. Les établissements qui auront une moyenne pondérée inférieure à 10 n'auront pas d'affecté de l'État. N'auront d'affecté de l'État que les établissements qui auront une note pondérée supérieure ou égale à 10. Et le nombre d'affectés de l'État, de bacheliers affectés dans les établissements privés, sera proportionnel à la note obtenue par l'établissement. Donc vous comprenez bien que chaque établissement privé sera obligé de se mettre au diapason. Et sans oublier qu'on a 3 indicateurs qui seront éliminatoires. Si un établissement privé n'a pas d'arrêté de création ou d'arrêté d'ouverture ou de statut juridique, cet établissement est tout simplement éliminé. Désormais, la liste des établissements autorisés sera affichée sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ce, dans le souci de faciliter l'orientation et l'inscription des bacheliers. L'enseignement technique et la formation professionnelle a démarré ce matin sa série d'examens scolaires. 26 850 candidats sont en lice pour 4 diplômes, dont le certificat d'aptitude professionnelle CAP et le brevet de technicien BT. Sephora Zegui. CBCG de Cocody, c'est le démarrage des examens de fin d'année dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Priscilla est étudiante en comptabilité. Elle débute sa journée avec l'oral d'anglais. How many kinds? We have... Après son passage, c'est une jeune fille confiante que nous retrouvons. Le test que j'ai eu parlait des différentes banques. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'oral est suivi de la pratique. Notre candidate devra revenir le lendemain pour être évaluée en comptabilité, sa matière de base. Salle informatique, ici, ce sont les candidats inscrits dans la filière transit qui sont à la tâche. Chontio exécute avec sérieux une épreuve dans un délai de 30 minutes. Le niveau est vraiment moyen, voilà, parce qu'ils ont du mal à comprendre un peu les tests. Nous laissons les transitaires pour la salle des candidats en technique administrative et bureautique. Chacune, devant son ordinateur, est chargée d'exécuter une tâche. Avant d'appliquer une taille, on sélectionne. Il s'agit ici de saisir un texte à l'ordinateur et puis d'appliquer la mise en forme. Dans ce centre, aucun cas de force majeure signalé. Nous avons 896 candidats qui passent donc à l'oral et les épreuves pratiques. On a 144 en transit-transport, 188 en secrétariat bureautique et 589 en comptabilité. Et nous avons eu tous nos interrogateurs. Les procès sont en place. En tout cas, tout le dispositif marche et fonctionne correctement. Repartis dans 8 centres de composition, ces 26 850 candidats sont issus des filières industrielles telles que le génie alimentaire, la maintenance industrielle et les filières tertiaires telles que la comptabilité, l'assistanat de direction, le commerce et le transit. Dans le domaine des médias, quel est le niveau de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT? Le Centre d'information et de communication gouvernementale fait le point à ce sujet. Aïcha Ouattara et Jean-Marc Djadji. La télévision numérique terrestre, TNT, désormais opérationnelle en Côte d'Ivoire. Information spéciale reçue de Benoît Adama Yeo, directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, à l'occasion de la tribune du CICG. À ce jour, ce sont au total 33 sites mis en service et un seul site en cours de finalisation à Niambo. 94% représente le taux de couverture de la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de pénétration au niveau des foyers a déjà dépassé la moyenne avec un taux de 68%. Au regard de ces statistiques, les voyants de l'opération de déploiement de la TNT sont au vert, selon le directeur de IDT. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches. Ce sont des zones qui sont difficiles en couverture TNT. Et donc, on fait un traitement spécial pour ces zones-là. Donc ça, nous allons axer tous nos efforts pour justement essayer de couvrir ces zones blanches-là, parce que c'est effectivement un défi pour nous. Lancée officiellement le 8 février 2019, la TNT prend en compte 7 chaînes de télévision. La Société ivoirienne de télédiffusion projette accroître le nombre des opérateurs au vu de la libéralisation de l'espace audiovisuel effective
depuis décembre 2019. Après 13 années d'existence, le Fonds de soutien et de développement de la presse laisse place à l'Agence de soutien et de développement des médias. L'agence entre dans sa phase opérationnelle avec la prise de fonction officielle de son directeur général, Davis Oyo et Amadou Ouattara. FSDP, ce sigle est désormais un vieux souvenir. Le Fonds de soutien et de développement de la presse se mue en Agence de soutien et de développement des médias, ASDM. Cette remise de parapheur scelle la matérialisation de la nouvelle agence. Bernice Nguesson, directeur exécutif de l'FSDP, passe ainsi la main à Sindou Meïté, premier directeur général de l'Agence de soutien et de développement des médias. Il y a la formation, il y a également le soutien à travers des dons que nous avons faits, à travers des subventions, à travers l'accès au financement bancaire. Il y a également la question de la mutuelle santé. La mutuelle santé, c'est à peu près 3500 journalistes et professionnels de la communication, ainsi que leurs ayants droit. Sindou Meïté, nouveau directeur général de l'ASDM, entend faire entrer la presse dans une nouvelle ère. Je vais travailler sur le bilan qu'elle a laissé. Je vais travailler également sur les différents rapports diagnostiques qui ont été faits sur la situation générale de la presse, continuer les concertations qu'elle avait déjà engagées avec les partenaires des médias. Et c'est ensemble qu'on va définir en tout cas vraiment la manière dont on va pouvoir poursuivre les sentiers qui ont été déjà défrichés par le FSDP. L'Agence de soutien et de développement des médias, créée par décret en Conseil des ministres du 14 mai 2022, a un champ d'action plus large. Sa mission, soutenir et accompagner les entreprises du secteur des médias publics et privés dans toutes ces chaînes de production de l'information, tant de l'audiovisuel que dans le numérique, en vue de faire de l'univers des médias un secteur professionnel et rayonnant. On parle environnement. Alain Richard Donvaï, président de la COP 15, est à Madrid, en Espagne, pour la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Se relever ensemble de la sécheresse, c'est le thème choisi pour cette journée. Les différentes personnalités et hauts dirigeants conjuguent leurs efforts pour une campagne mondiale afin qu'aucun pays ne devienne une zone aride. Prévention. Diplomatie économique, le mois de juin aura été un véritable mois de business en Côte d'Ivoire. Le CEO Forum, les rencontres du groupe consultatif et également le Business Forum Union Européenne-Afrique de l'Ouest. 3 grands événements qui ont drainé du beau monde en Côte d'Ivoire et parmi eux des investisseurs américains conduits par le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Jean-Marc Djadji. Des investisseurs américains en sciences de travail avec des opérateurs ivoiriens agissant dans la santé. Il s'agit des membres de l'Association des masseurs et kinésithérapeutes et d'une organisation d'orthoprothésistes pour leur présenter la technologie de pointe que détient ces sociétés américaines dans leurs divers domaines d'activité médicale. Une compagnie présente dans 40 pays dans le monde et dont l'ambition est de s'implanter en Côte d'Ivoire. Ils ont des appareils qui sont très prisés actuellement aux États-Unis, qui permettent aux orthopédistes de soigner leurs patients. Donc ça évite les prises de médicaments chimiques dont on connaît les effets secondaires. Donc je suis vraiment très heureux d'amener ce groupe qui est basé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour tâter le marché ivoirien et contacter des partenariats avec nos frères et sœurs qui sont dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est orthopédie, kinésithérapie, spécialement dans tout ce qui est articulation. Et donc en fait, ils ont des machines qui sont dédiées pour ça. Et donc voilà, ils seront en Côte d'Ivoire pour pouvoir amener leurs machines dans le corps médical ivoirien. À l'issue de ce rendez-vous, la délégation était dans la même journée au ministère de la Construction pour procéder à la signature de 2 mémorandums d'entente portant sur un projet de construction et de 15 000 habitations et un autre projet de 20 000 logements sociaux, économiques et de standing au profit des Ivoiriens de la diaspora, ainsi que de ceux résidant en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la maladie à coronavirus pour ce 20 juin en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé a enregistré 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 774 échantillons prélevés, 29 guéris et 0 décès. Un total de 14 747 092 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 19 juin 2022. Et on reste en santé à l'occasion de la Journée mondiale de l'accréditation. 2 structures sanitaires ont été distinguées. Elles se sont inscrites dans une démarche de respect des patients et également de qualité des soins. Didier Nguessan. La qualité est une vertu recherchée dans tous les secteurs d'activité, notamment dans la santé, où une négligence ou une erreur médicale peut être fatale. À travers l'accréditation des structures sanitaires, celle-ci se montre crédible. À l'occasion de la 15e journée mondiale de l'accréditation, 2 d'entre elles sont récompensées. En reposant sur des normes, nous avons la certitude de pouvoir mener à bien et correctement ces activités. Raison pour laquelle nous avons tenu à nous inscrire dans ce processus d'abord de certification ou d'accréditation. Être accrédité, c'est dans le geste de tous les jours, c'est un comportement et c'est bénéfique pour les patients. Et nous-mêmes, ça nous rassure dans les actes que nous posons. Le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, CRESAC, est dévoué pour l'excellence dans ces domaines de compétences. L'accréditation qui est donc une procédure par laquelle un organisme indépendant, impartial, vient pour dire que telle structure a les compétences pour exercer soit donc des services ou des produits. Je voudrais m'engager ce matin avec vous à œuvrer, à mettre en place un cadre légal, mais également à doter donc des moyens conséquents. Le CRESAC pour que s'accélère dans notre pays l'accréditation dans le secteur de la santé. Pour cette 2e édition célébrée en Côte d'Ivoire, les réflexions portent sur l'accréditation, croissance économique et développement durable. Ils sont aussi dans le domaine médical. Ils ont choisi d'aider les femmes à donner la vie, de les suivre pendant leur grossesse. Ils sont médecins, obstétriciens, accoucheurs, gynécologues. Et à l'occasion de la fête des pères, nous vous proposons de découvrir leur univers dans un reportage de Serge Pacom-Didi, commenté par Jean-Marc Diadji. Mercredi 15 juin, 9h59. Naissance de la petite Eliora. Un accouchement par césarienne réalisé par Dr Deza, médecin obstétricien et son équipe. Dr Deza fait partie de ces médecins qui ont choisi d'aider les femmes à donner la vie, de suivre les femmes pendant leur grossesse jusqu'à la venue de l'enfant, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Comme c'est le cas de cette nouvelle maman qui rentre au bloc opératoire. C'est une césarienne programmée. Notre travail quotidien, c'est une intervention chirurgicale pour laquelle nous pensons maîtriser la technique, donc ça fait beaucoup de sérénité et de joie. En guise de soutien à son épouse, le père Pogba Zoko décide de l'assister pendant l'accouchement. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'avoir un enfant. Il vient soutenir ma femme, mon épouse. Des émotions diverses, la peur, la joie. Et bon, on remet tout entre les mains de Dieu. Eliora est le 3e enfant du couple. Elle est aussi la première fille des Pogba. Un beau cadeau de la fête des pères à Papa Zoko. Gynécologue, obstétricien accoucheur ou encore médecin accoucheur. La fête des pères est aussi un hommage à ses papas, donneurs de vie. D'abord, le gynécologue obstétricien est un médecin qui, au décours de son parcours, retourne à l'école pour faire une formation de spécialité qui dure en moyenne 4 à 5 ans. Et après cela, il a la capacité de s'occuper spécifiquement de la pathologie de la femme, donc côté gynéco, pathologie de la femme et de la femme enceinte, côté obstétrique. Le maïticien, c'est un homme, un garçon, qui a appris le métier de sage-femme. On pourrait dire tout simplement sage-homme. Des médecins heureux de participer à l'épanouissement des couples par des naissances. Satisfaits de contribuer à l'acte d'enfantement. Mais le métier connaît des moments de peine. Difficile et passionnant. C'est un métier très stressant, très prenant. Des médecins qui sont au quotidien en contact avec la femme, mais qui sont aussi des époux, des papas
des pères de famille. Comment arrive-t-il à concilier la vie de famille et boulot? Pour l'élément que ma femme a compris, et d'ailleurs la plupart des épouses des gynécologues obstétriciens, que c'est dans le cadre juste du travail. Les patients que nous accompagnons sur le chemin de la santé, si on veut parler ainsi, on ne les croise que dans le contexte bien précis, le contexte du travail. C'est des patients que, revus en ville, c'est comme tu ne l'as jamais vu. C'est la fête des pères. À travers des mots, des paroles fortes, des hommages sont rendus à ces pères que d'aucuns appelleraient des papas héros. Ils accueillent bien, ils sont plus attentionnés, ils écoutent plus. Ma femme a été suivie par un médecin, un professeur. Tout s'est bien passé, l'enfant est bienvenu. Bonne fête des pères encore au professeur qui a fait accoucher madame. Les médecins les sont à célébrer, honorer. Donc je voulais leur souhaiter une très bonne fête. Je suis un peu habituée aux médecins hommes. Donc c'est le professionnalisme. Bonne fête à tous les papas. La maternité est un bonheur partagé pour l'ensemble de la société. Les parturiantes elles-mêmes, leur époux, leur famille et proches, mais aussi les praticiens chargés de faire aboutir la grossesse. Cet hommage d'une femme à un homme, un médecin obstétricien et en définitive, un juste retour des choses. Des pères qui aident à donner la vie au quotidien, un sujet réalisé par Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Encore très bonne fête à tous les papas. Dans l'actualité politique, une rencontre du directoire du RHDP qui s'est tenue au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Cette rencontre était élargie aux militants du parti et elle s'inscrit dans la restructuration du RHDP. Éric Goré. Une salle du Palais des Congrès de l'hôtel Sofitel d'Abidjan, noir de monde. Le RHDP représenté par ses structures phares, avec à leur tête Gilbert Kafana Koné, président du directoire de ce parti. Objectif, affiner les nouvelles stratégies en se projetant dans l'avenir. Je tiens ici à féliciter toutes les équipes, les membres du directoire, le secrétariat exécutif, les secrétaires nationaux, avec une mention spéciale pour le secrétariat national chargé de l'organisation, de l'implantation et des adhésions. 175 missions envoyées sur le terrain ont permis d'avoir des résultats concrets. Ainsi, les délégués politiques auront en charge les départements administratifs. Quant aux secrétaires départementaux, ils vont s'occuper des départements politiques. Les délégués politiques sont nommés, tandis que les secrétaires départementaux sont élus. L'élection est donc ouverte. Cette élection qui aura donc lieu dans les prochaines semaines a pour objet de consacrer les secrétaires départementaux, chevilles ouvrières du parti, comme des élus dont la légitimité ne souffre d'aucune contestation. C'est donc pour expliquer au cadre, à l'encadrement, à tous ceux qui pourraient être intéressés pour participer à ces élections, que cette réunion a été convoquée pour donner les conditions d'organisation de ces élections, les conditions d'éligibilité et surtout les modalités des élections. Du 22 au 28 juin, les candidats pourront déposer leurs différents dossiers avec une caution de 500 000 francs non remboursables. Sur la scène internationale, la dépouille de Patrice Lumumba a été restituée à sa famille. Il s'agit d'une dent qui a été conservée tout ce temps par un officier belge. 61 ans après, le procureur fédéral Frédéric Van de Luyne a remis à la famille un coffret contenant cette dent du héros congolais assassiné en 1961. Cette restitution sera suivie du retour du cercueil en RDC, prévu dans la nuit de mardi à mercredi prochain. 3 jours de deuil national sont prévus en RDC du 27 au 30 juin, date prévue pour la cérémonie d'inhumation à Kinshasa, jour également du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Et voilà pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Aboulaye Koné. Quant à moi, je serai de nouveau avec vous demain, 20h. Bonsoir à tous.